Bonjour à tous. Bon, déjà, je voulais m'excuser de ne pas être avec vous en direct aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être avec vous, mais là, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Et donc, je suis ravie quand même d'introduire ce colloque sur la proposition d'Arnaud pour la Fondation Les Crues. Donc, je vais introduire en fait en parlant des flux microbiens du sol au fromage affiné et en parlant surtout du nouveau regard qu'on peut avoir sur l'amont aujourd'hui, donc sur la partie production du lait et par rapport aux travaux récemment effectués. Donc, je ne me suis pas présentée aussi, donc je suis Cécile Laitier de l'Institut de l'élevage. Au niveau des flux microbiens du sol au fromage affiné, hein, si on se place dans les filières fromagères au lait cru, en l'absence de traitement thermique, on a bien un continuum hein, depuis les laits crus collectés à la ferme jusqu'au fromage affiné. Et puis, en fait, à chaque étape, on a un écosystème microbien qui va se constituer en fonction de l'ensemencement considéré à l'étape, en fonction de l'étape précédente, et puis de toutes les pratiques qui va y avoir donc autour de cette étape, donc par exemple à l'affinage, donc on a bien sûr tout ce qui va être lié à l'ensemencement, l'ambiance, le matériel utilisé, la conduite d'affinage, donc pour la fabrication, les paramètres techno, l'ensemencement, l'ambiance, le matériel. Le lait de cuve va se constituer bien sûr en fonction des laits crus collectés et de toutes les pratiques autour du report et de mélange, les températures, les durées. Et pour les laits crus collectés à la ferme, on va donc y revenir un peu plus en détail. Ils vont s'ensemencer bien sûr par les réservoirs de flore et plus en amont les origines de ces microflores. Et donc les systèmes, les pratiques d'élevage vont moduler en fait cet ensemencement et les écosystèmes microbiens qu'on peut avoir au niveau des laits crus. Alors, pourquoi s'intéresser à ces écosystèmes microbiens des laits crus? Parce que les qualités des fromages, on le sait, et en particulier la qualité et la diversité sensorielle, hein, ça a été largement démontré dans des travaux passés. Ces qualités dépendent des écosystèmes microbiens en lait cru, donc la qualité, la diversité sensorielle, la qualité sanitaire, bien sûr, en l'absence de traitement thermique, et puis les bénéfices santé, on aura l'occasion d'en reparler, et qui sont à mieux étudier et à mettre en avant. Donc pour ça, sur cette microflore du lait cru, il convient donc de la maîtriser. Et en fait, on a bien un double objectif hein, sur cette microflore du lait cru, c'est à la fois de concilier la qualité sanitaire des laits, hein, c'est très important par rapport à la fourniture de produits de fromage sains, et la diversité microbienne avec les flores d'intérêt, donc pour, on l'a dit, la diversité microbienne et in fine la diversité sensorielle des fromages. Donc pour ça, ce sont bien les conditions de production du lait qui vont en fait qui sont le levier important hein, pour jouer sur cette richesse des laits et la qualité sanitaire des laits. Il est bon aussi de rappeler que la richesse microbienne des laits, les flores d'intérêt, vont aussi avoir un rôle de protecteur, inhibiteur par rapport à des flores indésirables et notamment pathogènes. Donc, on sait que les microbiotes des laits sont divers en termes qualitatifs et quantitatifs. Donc, on a des travaux récents qui seront bientôt publiés, qui nous permettront de donner des nouveaux chiffres par rapport à ça, notamment avec MetaPDO-Cheese. Et donc, c'est tout l'intérêt de les préserver. Et par rapport à ça, ça va être modulé, on l'a vu, hein, par l'environnement, l'ensemencement, l'ambiance, les paramètres techno, la conduite d'affinage, et pour concourir donc à la diversité sensorielle des produits. Donc, pour maîtriser cette microflore du lait, donc il convient de bien connaître en fait les déterminants de cet ensemencement. Et donc, classiquement, ce qu'on sait là, c'est un schéma qui est repris de l'ouvrage Microflore du lait cru. Ce qu'on disait jusqu'à présent, même si c'est un peu remis en cause, le lait en fait est stérile en l'absence d'infection mammaire au niveau de la partie supérieure de la mamelle, et il va commencer à s'ensemencer en fait au niveau des fleurs du canal du Treillon,
et surtout à l'extérieur, en fait, par la peau des trayons. Et on considère en fait qu'on a 3 réservoirs directs d'ensemencement du lait, donc le trayon, le matériel de traite et le matériel de stockage du lait, et l'air, l'ambiance au niveau de la traite, si on considère vraiment le réservoir. Donc, les études ont montré tout l'intérêt du réservoir Trayon comme un support de biodiversité microbienne et de vecteur de flore d'intérêt quand on a des trayons sains. Le matériel de traite peut véhiculer des flores indésirables, mais c'est aussi en fait le dernier maillon, et c'est là on peut avoir une colonisation importante des bactéries. Donc cette partie-là est très importante à maîtriser. Et l'ambiance, je dirais que c'est un réservoir qu'on a peu étudié jusqu'à présent. On a quelques éléments, mais il semblerait par les études récentes qu'il serait important d'un peu mieux le caractériser. Et donc, bien sûr, tous ces réservoirs, ils sont en interaction, ils ne sont pas indépendants. Donc, c'est d'où toutes les flèches. Et ils vont être alimentés par différents éléments. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les origines des microflores. Donc, par exemple, le trayon, la surface des trayons va être en contact avec les litières qui, elles, qui sont riches en micro-organismes. Et c'est d'ailleurs un endroit où ils peuvent se développer. Eux-mêmes sont alimentés par les aliments, par l'ambiance, l'eau, donc le trayeur, etc. Et donc, on peut remonter très loin quand on parle des aliments des animaux. On peut remonter jusqu'au sol et aux pratiques culturelles. Et donc, c'est le sens d'ailleurs des travaux menés actuellement dans l'idée d'agir vraiment en amont pour maîtriser ces flores. Et j'en reparlerai. Donc, le but du travail IFEP qui s'intéressait au flux en fait du sol jusqu'au lait en passant par l'herbe et avec l'impact des pratiques en particulier de fertilisation. Les autres travaux en cours, alors il y en a d'autres, j'en ai mis quelques-uns. On a parlé beaucoup, et donc je vais en dire 2 mots, du programme Amont Saint-Nectaire qui vise bien, lui, à avoir une approche globale sur l'ensemble des pratiques et les liens avec les écosystèmes microbiens, en particulier les flores d'intérêt, mais aussi la problématique sanitaire avec les risques pathogènes. Et enfin, donc sur la partie matériel de traite et machine à traire, donc il y a eu des travaux par le passé qui ont permis d'acquérir des connaissances, mais on s'est trouvé à chaque fois limité du fait d'études en conditions de terrain, et on a souhaité notamment travailler sur des outils, j'y reviendrai, pour mieux étudier ce réservoir et les pratiques associées en conditions davantage contrôlées. Alors, sur le programme Amont Saint-Nectaire, donc c'est un programme qui a été mené au niveau de l'interprofession Saint-Nectaire, donc je n'étais pas dans ce projet, donc je rappelle ici juste les conclusions de cette étude que j'ai pu découvrir par le biais de présentations. Donc, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que en fait, il y a eu donc déjà une comparaison en fait entre 2 groupes d'exploitation, un groupe caractérisé par globalement une maîtrise sanitaire donc des pathogènes, et un autre groupe de façon culturelle qui ne maîtrisait pas donc ces critères sanitaires. Et donc, les pratiques ont été relevées au niveau de chacune de ces exploitations, et il y a eu des prélèvements au niveau des réservoirs, des origines, au niveau des microflores, donc, et au niveau fongique pour les laits également, et donc les environnements. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que en fait, il semble bien que c'est un ensemble de pratiques qui vont distinguer ces 2 groupes d'exploitation, et c'est bien la cohérence globale qu'on a au niveau de l'exploitation qui va faire qu'on est en situation de maîtrise sanitaire ou non. Notamment, donc, il a été relevé donc
des problèmes donc, de pathogènes hein, dans ce groupe d'exploitation où on avait un problème de maîtrise. Malgré une hygiène de traite intensive, on sait que c'est la traite, hein, c'est la dernière étape où on peut intervenir. Mais si on ne maîtrise pas en amont, on y reviendra, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas à l'abri d'accidents à la traite. Et donc ici, c'était le cas. En fait, on avait des exploitations qui avaient des pratiques d'hygiène dites intensives, c'est-à-dire avec pas mal de préparation des trayons, des procédures assez drastiques en termes de désinfection, mais qui, en parallèle, en amont, ne maîtrisaient pas forcément des aspects au niveau du bâtiment qui, pour le respect de la propreté des animaux, au niveau de la densité, au niveau des bâtiments, etc. Ce qui a été relevé aussi, c'est des problèmes de surcharge de travail dans ces exploitations et puis aussi des éléments en lien avec la conduite alimentaire et la cohérence du système fourrager par rapport aux besoins du troupeau, donc notamment l'utilisation de beaucoup de concentrés alors que la production laitière était plus faible dans ces exploitations par rapport à l'autre groupe. Des problèmes de stock aussi de fourrage, etc. Donc, globalement, une moindre maîtrise globale au niveau du système de l'exploitation et donc qui pourrait expliquer, mais ça c'est à approfondir, hein, les différences observées. Donc, il y a eu d'autres éléments qui ont été mis en évidence aussi au niveau de l'environnement et des trayons qui ont montré que la litière pouvait être un marqueur clé des risques sanitaires. On sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un endroit où on a un développement des pathogènes. Donc, en fonction des pratiques mises en place, forcément, c'est un levier important. Les trayons, donc carrefour des transferts microbiens vers le lait est sous l'influence de la traite, puisque si derrière on a des pratiques en fait intensives, on va en fait balayer le travail qu'on peut faire en amont aussi en termes de diversité et d'apport de flore d'intérêt. Et puis l'air ambiant qui est donc à mieux maîtriser. Et donc, la principale conclusion, c'est d'aller, pour la maîtrise de la qualité microbiologique du lait cru, c'est vraiment un ensemble de pratiques à mettre en place, et ce, dès la gestion des surfaces fourragères. Alors, les principaux enseignements de l'étude, donc IFEP, hein, qui s'intéressait à l'impact de la fertilisation des prairies sur la biodiversité. Donc ça, c'est une étude qui a été menée en Franche-Comté sur 44 fermes, avec l'idée d'explorer donc les flux microbiens depuis la prairie vers le lait. Donc, l'étude s'est intéressée uniquement au genre, mais en fait bactérien et fongique. Et ce qui a été montré, c'est qu'il y a quand même 50% des genres bactériens et fongiques qui sont communs à ces différents compartiments, sol, herbe, trayon et lait. Et on retrouve notamment nos lactobacillus, importants au niveau de l'affinage notamment. Et le flux le plus important passe du sol à l'herbe, au trayon et au lait. Et ensuite, les liens entre ces compartiments, sol, herbe, trayon et lait, ont été analysés par des méthodes statistiques. Ça a permis d'établir des coefficients de corrélation. Et donc, plus ces coefficients sont proches de 1, meilleur en fait est le lien. Et on peut voir que c'est assez logique. Plus on se rapproche du lait, plus les transferts, en fait, plus les liens sont importants. Et donc, ce qui a été mis en évidence, c'est des facteurs qui vont moduler ces transferts. Donc, ils sont dépendants à la fois des conditions environnementales, donc la diversité en fait en termes de végétal au niveau des prairies, l'altitude, le pH du sol, mais aussi les pratiques agricoles. Et ce qui a été mis en évidence, c'est l'effet négatif même du post-trempage utilisé sur les transferts. Donc, il semble qu'il y ait une certaine rémanence. Et puis, un effet positif de la durée du pâturage et un effet plutôt réducteur de la fertilisation organique
qui serait expliquée par, par l'effet, en fait, de favoriser certaines plantes, ce qui réduirait, en fait, les niches, pour, les micro-organismes de l'herbe et donc une moindre, micro-biodiversité, à ce niveau-là. Donc, cette étude permet de progresser, hein, sur ce sujet, d'aller de toujours plus, en amont et je cite, même si là j'en parle, pas, réellement, il y a aussi une étude qui a été menée, en Normandie et qui aura des suites, Microphylos, qui s'est intéressé aussi à l'écosystème, prairial. Donc sur la partie, machine à traire, en fait, comme je vous disais, hein, l'idée, c'est d'avoir, des outils qui nous permettent de travailler en conditions plus contrôlées, ce lien entre la machine à traire et la qualité du lait et en particulier, l'ensemencement au niveau de la machine à traire qui est constitué, par les biofilms. Donc pour ça, donc on a l'étude donc Pilotraite, hein, qui est pilotée par l'Institut de l'élevage, menée avec de nombreux partenaires, qui a visé à mettre au point une machine à traire pilote, donc dans le laboratoire de Derval, hein, comme vous le voyez. Donc c'est vraiment une mini machine à traire avec 4 postes, un circuit de traite, un circuit de lavage, un circuit de pulsation. Et puis, la seule différence, c'est qu'on a des mamelles artificielles qui nous permettent en fait d'alimenter l'installation en lait, mais sans animaux, et de contrôler contrôler le mieux possible les autres facteurs non liés à la machine à traire. Et pour étudier spécifiquement la question des biofilms, on a installé ce qu'on appelle un porte-coupon, donc avec des coupons amovibles qui nous permettent d'étudier spécifiquement l'installation des biofilms, leur évolution. Donc ça, cet outil est en place et donc d'ici quelques mois, l'idée sera qu'il soit opérationnel pour ensuite aller tester, par exemple, diverses procédures de nettoyage et voir l'impact sur les biofilms et in fine sur la qualité microbiologique du lait. On a mis en place également un autre outil, donc en partenariat à la ferme expérimentale Caprine du Pradel. En fait, on a profité entre guillemets de l'agrandissement de l'installation pour mettre en place 2 machines à traire totalement indépendantes, donc 2 circuits de traite avec 2 circuits de nettoyage. Et donc ça, c'est quelque chose qui est unique, hein, et qui nous permet en fait de vraiment étudier cette question des biofilms dans la machine à traire en regardant l'impact de procédures de nettoyage, désinfection différenciées, et donc de voir l'impact au niveau des biofilms et bien sûr derrière la qualité du lait, sa fromageabilité, sa transformation, et donc dans le contexte de la ferme expérimentale en fabrication de Picodon AOP. Donc, c'est un projet là qui s'est terminé fin décembre dernier, où on a pu suivre du coup avec la nouvelle installation, l'installation également des biofilms, ce dont 2 procédures de nettoyage, et ensuite de tester déjà des procédures de nettoyage désinfection en comparaison du témoin, donc la machine à traire qui nous servait de témoin, qui utilise une procédure classique, alcalin coloré, alternance avec de l'acide. Et donc, sur les procédures testées, ce qu'on a pu mettre en évidence, donc les procédures testées, donc on a testé des procédures en fonction de ce qui était relevé sur le terrain, donc simple rinçage le soir, des produits alternatifs, des alcalins non chlorés, la désinfection aussi des manchons trayeurs pendant la traite. Ce qu'on a pu mettre en évidence, hein, de façon très résumée, c'est que dans le contexte du Pradel, où on a une machine à traire qui est conçue de manière simple, bien entretenue et sans défaut de nettoyage, on n'a pas observé sur ces procédures de problèmes majeurs de microflore
sur la fromageabilité évaluée, puisqu'on est en technologie lactique, avec l'acidification et puis le rendement fromager. Par contre, sur la procédure simplifiée, il y a eu à un moment donné dans l'expé un problème de nettoyage sur un paramètre et on a vu un problème à ce moment-là d'élévation de microflore. Donc, c'est vraiment valable sur une machine à traire bien conçue, bien entretenue et sans défaut de nettoyage. Par contre, sur la procédure testée avec comment dire, le paramètre température non maîtrisé, avec des températures début de 55 et en fin de nettoyage de 38 degrés, alors que la préconisation est de minimum 40 degrés en lait cru, on a pu mettre en évidence un effet négatif sur la transformation fromagère et notamment l'acidification et probablement du fait de développement de flore indésirable observé, en particulier les pseudomonas. Et ça, c'est tout à fait en cohérence avec des observations qu'on avait déjà pu faire sur le terrain, sur des exploitations caprines. Voilà, donc l'ensemble de ces études et des expériences sur le terrain montrent que pour maximiser les chances d'avoir un lait de qualité, c'est-à-dire avoir un lait sain, mais aussi riche en termes de diversité microbienne, il faut maîtriser ce qui se passe en amont. Donc, la traite, c'est bien sûr la dernière étape, donc elle est essentielle. Donc, c'est la dernière étape avant le passage du lait dans le tank. Elle est essentielle. Ce qu'on vise à cette étape, c'est d'avoir des trayons propres et secs, mais aussi un environnement sain, donc une laiterie, salle de traite, machine à traire dans un environnement sain, une machine à traire bien conçue, bien entretenue, contrôlée, propre et avec une eau de qualité. Mais pour obtenir ces trayons propres et secs, on l'a vu notamment avec l'étude à Mont-Saint-Nectaire, ça va être compliqué si on gère uniquement à la traite parce que on n'est pas à l'abri d'un accident. Et puis, si on a des animaux qui viennent à la traite qui sont très sales ou qui bousent, et ça rejoint notamment l'idée de la cohérence sur les pratiques alimentaires, et ça va être compliqué d'obtenir cet objectif. Donc, ça veut bien dire qu'il faut aller en amont. Et puis, d'autant plus que si on ne maîtrise pas bien en amont, on va avoir tendance à avoir des pratiques très drastiques à la traite et donc qui vont effacer, éliminer toutes nos flores d'intérêt. Donc, c'est important de gérer en amont et sur l'ensemble des pratiques et donc d'avoir des animaux en bonne santé, propres, avec une alimentation saine et adaptée au troupeau, une eau de qualité. Et donc, c'est avec l'ensemble des pratiques qui sont indiquées là, ici, sur la diapositive. Et c'est l'ensemble des pratiques cohérentes entre elles qui vont permettre donc de maximiser, d'avoir les chances d'avoir ce lait de qualité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Cécile pour cette remarquable synthèse donc des travaux récents. Je vais vous poser, si vous le permettez, quelques petites questions. Est-ce qu'on peut, je vais résumer de façon un petit peu caricaturale les choses. Pendant des années, pendant des décennies, on a appliqué une certaine stratégie du vide qui s'est traduite par des laits de plus en plus pauvres. Est-ce qu'on entrevoit désormais un nouveau paradigme qui reposerait sur une reconquête maîtrisée, réfléchie de cette microbiodiversité? Oui, parce qu'on a vu quand même que l'idée de par le vide, là, comme tu dis, ça a ses limites, parce que notamment notre flore d'intérêt, elle va aussi avoir un rôle protecteur, inhibiteur. Et donc, c'est bien une gestion de l'écosystème microbien qu'il faut viser. Alors, une fois qu'on dit ça, c'est pas forcément simple, mais c'est vraiment de viser le maintien de cette biodiversité microbienne tout en gérant le sanitaire. Et pour ça, il n'y a qu'une façon, c'est vraiment d'agir le plus en amont possible avec les pratiques les plus cohérentes possibles. Et même sur ce qu'on a tendance à appeler les prérequis sanitaires, c'est aussi avoir en tête
cette idée de préservation des microflores d'intérêt. Voilà. Parce que avoir, par exemple, du matériel propre, c'est pas forcément du matériel désinfecté. Voilà. Est-ce qu'on a des éléments un peu concrets sur cet effet barrière? Est-ce que c'est théorique ou est-ce qu'on a vraiment des éléments concrets, des études qui nous montrent que ces équilibres microbiens qui ont toujours présidé à la vie, à tout ce qui était processus alimentaire, la fermentation, etc. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de dire que c'est une piste vraiment qu'il faut poursuivre? Alors, on a les travaux qui ont été menés par le passé, notamment par Marie-Christine Montel, qui montraient vraiment l'intérêt des flores d'intérêt comme pouvant être inhibitrices par rapport aux pathogènes, notamment l'Listeria, Staphylocoque. Il y a eu aussi les études sur les STEC. Donc, aujourd'hui, dans le RMT fromage de terroir, on va essayer justement de bien faire le point sur tout l'ensemble de ces études et les nouvelles techniques qu'on a actuellement aussi nous permettront d'aller plus loin sur ces aspects-là. Dernière question, Cécile. À Mont-Saint-Nectaire, il y avait un mot-clé, c'était l'équilibre des ressources. Et cet équilibre des ressources, il rejaillit notamment sur deux dimensions, le bien-être animal et puis le bien-être humain, dans sa cohérence, dans un fermier qui comprend bien son système et qui est en adéquation avec lui. Et là, c'est pas des notions, je veux dire, de sensiblerie écologique. On s'aperçoit que c'est des ingrédients très, très importants de la performance sanitaire, au-delà de la performance, bien sûr, qualitative, organoleptique. Oui. Et donc, oui, ben, en fait, ce qu'on voit, c'est un ensemble cohérent de pratiques à mettre en place. Enfin, c'est souvent ce qu'on appelle du bon sens. Et si on est dans quelque chose qui est déséquilibré, si le producteur est en surcharge, etc., il peut pas maîtriser l'ensemble. C'est pas possible. Et ça, on le voit sur le sanitaire, mais nous, on avait aussi fait d'autres études sur des problématiques technologiques en production fermière et c'était exactement la même chose en fait. Donc oui, c'est un travail d'ensemble. Ouais. Voilà. Et par rapport à l'étude à Mont-Saint-Nectaire, ce que j'ai pas dit, c'est qu'elle a été conduite sur un effectif limité. Et l'idée, ce serait aussi alors soit d'envisager ça à plus grande échelle, ou soit il y a des filières qui sont sûrement intéressées pour reproduire le même type de méthodo dans leur filière pour conforter les résultats obtenus. Voilà. Un immense merci, Cécile, pour déjà d'avoir animé cette conférence, d'avoir pu la tenir dans des conditions qui sont difficiles. On vous remercie donc pour la clarté de toutes ces précisions, puis on va enchaîner maintenant avec nos différents intervenants. Donc, je rappelle Merci. que vous êtes bien sûr membre des personnalités qualifiées de la Fondation. Et bien, à très bientôt, Cécile. Merci à vous.